Les crimes monstrueux commis par les dignitaires nazis sont aujourd'hui largement connus et documentés. Mais derrière ces hommes de pouvoir, il y avait des femmes, leurs épouses. Elles partageaient leur quotidien, leurs secrets, leurs privilèges. Et pourtant, une question demeure dans l'ombre de l'histoire. Qu'est-il arrivé à ces femmes lorsque le Reich s'est effondré? Ont-elles payé le prix des atrocités de leurs maris, ou ont-elles pu se fondre dans la foule, reconstruire leur vie, parfois même dans un silence complice? Plongeons dans le destin méconnu des épouses de nazis, et découvrons comment la guerre a marqué, bouleversé ou parfois épargné leur existence après 1945. Ilse Hess a mené une vie marquée par son allégeance indéfectible au parti nazi et son mariage avec Rudolf Hess, l'adjoint d'Adolf Hitler. Elle devint la fidèle compagne de Rudolf Hess, le soutenant durant les années tumultueuses du Troisième Reich. Ilse et Rudolf Hess se rencontrèrent au début des années 1920 et leur relation s'épanouit au milieu de la montée du national-socialisme. En 1921, elle adhéra au parti nazi, puis le réintégra en 1925 après l'interdiction du parti. Elle fut d'abord attirée par Rudolf Hess, mais celui-ci hésita à s'engager dans une relation. Il se présenta Hess à Adolf Hitler, qui participait activement aux événements mondains organisés par des femmes aisées. Hitler joua un rôle important en facilitant et en influençant le mariage d'Ilse et Hess, célébré le 20 décembre 1927 à Munich. De plus, Hitler fut le parrain de leur enfant unique, Wolf Hess, né en 1937. Tout au long de la guerre, Ilse demeura une fervente partisane du régime nazi. Sa loyauté fut particulièrement manifeste lorsque son mari embarqua en solo pour l'Écosse, tentative vaine de négocier la paix avec le Royaume-Uni. Malgré les répercussions de sa mission malheureuse, Ilse défendit fermement ses intentions et continua de soutenir le parti. La vie d'Ilse Hess après la guerre fut marquée par les défis de la reconstruction et de l'adaptation à un monde irrémédiablement transformé. Son mari ayant été condamné à la réclusion à perpétuité lors du procès de Nuremberg, elle dut élever seule leur fils. Après la Seconde Guerre mondiale, Ilse Hess et d'autres épouses de hauts dignitaires nazis condamnés ou exécutés lors du procès de Nuremberg furent arrêtées. Elles l'envoyèrent dans un camp d'internement à Augsbourg. Après sa libération, elle s'installa dans El Algo et ouvrit une pension de famille en 1955. Ilse Hess était une fervente partisane du national-socialisme et resta fidèle à Adolf Hitler et à ses idéologies jusqu'à sa mort. Après la guerre, elle apporta son soutien à Stililf, une organisation silencieuse pour les membres SS arrêtés, condamnés et fugitifs. Son livre controversé, Angleterre, Nuremberg, Spandau ou un Schicksal en bref, publié en 1952, suscita un certain intérêt. Parmi ses correspondants figuraient des admirateurs notoires d'Hitler. Elle passa ses dernières années à militer pour la libération de son mari de la prison de Spandau, où il fut détenu jusqu'à sa mort en 1987. Ilse Hess s'est éteinte le 7 septembre 1995, laissant derrière elle un héritage complexe, étroitement lié à l'histoire mouvementée de l'Allemagne nazie. Marguerite Himmler était l'épouse du Reichsführer SS Heinrich Himmler. Ironie du sort, Marguerite Himmler avait d'abord suivi une formation d'infirmière avec la noble intention de sauver des vies pendant la Première Guerre mondiale. Après la guerre, elle fut transférée à l'hôpital de la Croix-Rouge allemande, et grâce au soutien financier de son père, elle dirigea même une clinique privée. Marguerite rencontra Heinrich pour la première fois lors d'une de ses tournées de conférences en 1927. Son attirance pour elle fut immédiate, captivée par ses yeux bleus et ses cheveux blonds. Ils se marièrent en juillet de l'année suivante, malgré les appréhensions initiales d'Heinrich à présenter Marguerite à sa famille catholique, en raison de leur différence d'âge, de son précédent mariage et de sa foi protestante. Finalement, sa famille accepta Marguerite à contre-cœur. Le couple accueillit leur fille Gudrun le 8 août 1929. Marguerite ne fut pas une spectatrice passive des activités de son mari. Elle adhéra au parti nazi en 1928 et organisa régulièrement des réunions pour les épouses de hauts dirigeants SS. Malgré son engagement, elle était particulièrement impopulaire. Lors du congrès de Nuremberg en 1938, elle eut des désaccords avec les autres femmes, qui refusèrent collectivement de la suivre. Fin 1939, Marguerite supervisait le fonctionnement des hôpitaux de la Croix-Rouge dans tout Berlin-Brandebourg. Son rôle l'a conduite en mission dans des pays et régions sous occupation allemande. Son journal mentionne un voyage en Pologne, alors sous occupation allemande, en mars 1940. Confirmant son récit de témoin oculaire des événements qui s'y déroulaient, Marguerite écrit « J'étais ensuite à Poznań, Łódź, Varsovie. Cette populace juive, ces Polonais, la plupart n'ont pas l'air d'êtres humains et la saleté est indescriptible.
c'est un travail incroyable que de tenter d'y rétablir l'ordre. Grâce à ses efforts, Himmler a obtenu le grade de colonel au sein de la Croix-Rouge allemande. En février 1945, Marguerite écrivit à Gebhard Himmler, le frère d'Heinrich Himmler, pour lui faire part de ses pensées. Comme il est merveilleux qu'il ait été appelé à de grandes tâches et qu'il soit à la hauteur. L'Allemagne entière a les yeux rivés sur lui. En avril 1945, Marguerite et Heinrich Himmler vécurent un dernier moment avant la mort de ce dernier. Leur mariage avait pris fin des années auparavant, Marguerite découvrant en 1941 qu'Heinrich entretenait une liaison secrète avec sa secrétaire, avec qui il avait eu 2 enfants. À la fin de la guerre, Marguerite fut soumise à de nombreuses enquêtes visant à déterminer l'étendue de ses connaissances sur les affaires de son mari. Elle nia toute connaissance du nazisme et demanda à être disculpée de toute association avec lui, ce qui l'absout des crimes de son mari. Après de longues délibérations, en 1953, elle fut jugée comme profiteuse du régime nazi et condamnée à 30 jours de travaux forcés. Par conséquent, elle fut privée de son droit de vote et de son droit à pension. Après sa libération, elle vécut sous le pseudonyme de Marguerite Boden jusqu'à sa mort en 1967 et tenta de se distancier de son passé. Lina Heydrich. Son frère, Hans, était un fervent membre du parti nazi et de la SA. Ses éloges pour le parti conduisirent Lina à un rassemblement en 1929, où Adolf Hitler prononça un discours qui la marqua profondément, l'incitant à adhérer au parti nazi. C'est lors d'un bal du club d'aviron à Kiel, à l'âge de 19 ans, qu'elle rencontra le lieutenant de vaisseau Heydrich, ce qui mena à l'annonce de leur fiançailles le 18 décembre 1930. Cependant, l'année suivante, Heydrich fut accusé de conduite indigne d'un officier et d'un gentleman, pour avoir rompu une promesse de fiançailles avec une femme avec laquelle il avait été en relation 6 mois avant ses fiançailles avec Lina. Cela conduisit à son licenciement en avril, le laissant sans emploi. C'est Lina qui lui suggéra une carrière dans la SS, nouvellement créée. Les idées de Heydrich pour un service de renseignement SS incitèrent Heinrich Himmler à le nommer immédiatement chef de ce service, plus tard connu sous le nom de SD. En reconnaissance du dévouement de son mari à la cause nazie, Hitler offrit à Lina une vaste propriété en Bohême rurale. Dans la propriété, elle enferma plusieurs prisonniers pour les travaux forcés, où elle aurait subi des sévices physiques. La famille y résida jusqu'en avril 1945, date à laquelle, avec de nombreux autres Allemands, ils échappèrent à l'armée rouge soviétique qui s'apprêtait à disparaître. Après la Seconde Guerre mondiale, Lina fut acquittée de la procédure de dénazification. Après plusieurs batailles judiciaires contre le gouvernement ouest-allemand en 1956 et 1959, elle obtint une pension, une décision controversée compte tenu du rôle important de son mari dans l'Holocauste. Malgré sa condamnation à la réclusion à perpétuité par contumace par la Tchécoslovaquie, elle réussit à échapper à sa peine. En 1965, lors de vacances en Finlande, elle rencontra et épousa le metteur en scène de théâtre finlandais Mauno Maninen, principalement pour changer de nom de famille. Elle gérait l'ancienne maison d'été de son premier mari, Reinhard Heydrich, à Fehmarn, qu'elle transforma en restaurant et auberge jusqu'à ce qu'un accident provoque un incendie. En 1976, elle écrivit ses mémoires, Une vie avec un criminel de guerre. Elle défendit sans relâche la réputation de son premier mari jusqu'à son décès, à l'âge de 74 ans, le 14 août 1985. Emmy Göring a épousé l'éminent chef de la Luftwaffe nazie, Hermann Göring, le 10 avril 1935. Il est intéressant de noter que même si Emmy n'a pas activement cherché à devenir membre, elle a reçu en cadeau de Noël en 1938 une intronisation au parti nazi. Emmy Göring a eu la responsabilité d'être l'hôtesse d'Hitler lors de nombreuses fonctions d'État avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Son statut autoproclamé de première dame du Troisième Reich provoqua une rupture profonde avec Eva Braun, la prétendue épouse d'Hitler, qu'elle méprisait ouvertement. Hitler exigea alors d'Hermann Göring qu'il lui ordonne de traiter Eva avec le respect qui lui est dû. L'une des conséquences de ce mépris fut son exclusion du Berghof, refuge bavarois d'Hitler. Eva Braun aurait tenu rigueur à Emmy de s'être autoproclamée première dame du Reich. Emmy jouissait d'un pouvoir et d'une fortune considérables en Europe, et jouissait donc d'un train de vie fastueux pendant la Seconde Guerre mondiale. Les manoirs, domaines et châteaux que possédait son mari en Autriche, en Allemagne et en Pologne, acquis grâce à la confiscation d'œuvres d'art et de richesses aux Juifs et à d'autres personnes considérées comme ennemies par le régime nazi, témoignaient de leur opulence. À la naissance de leur fille Eda, son mari ordonna un tribut de 500 avions pour survoler Berlin, affirmant qu'il en aurait doublé le nombre s'il s'était agi d'un garçon. Après la guerre,
un tribunal allemand de dénazification déclara Amy coupable d'être nazi, ce qui la condamna à 1 année d'emprisonnement. Après sa libération, une partie de sa fortune, soit 30%, fut saisie et il lui fut interdit de se produire sur scène pendant 5 ans. Après son séjour en prison, Amy Goering réussit à se procurer un petit appartement à Munich. Elle a également écrit une autobiographie intitulée « Ma vie avec Goering ». Amy est décédée à Munich le 8 juin 1973, à l'âge de 80 ans. Voilà, c'est tout. Nous espérons que vous avez apprécié notre vidéo. Partagez votre avis dans les commentaires, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour découvrir d'autres contenus historiques fascinants. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour le prochain.